Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. C'est avec joie que je vous propose d'écouter la conversation profonde et engagée que j'ai eu le plaisir d'enregistrer avec Martin Brevard, président de Le Mayeux. Martin a repris en 2018 avec son associé Loïc Barre la société Le Mayeux, qui produit depuis plus de 70 ans en France des sous-vêtements. La production est totalement intégrée et responsable. Martin revient sur son parcours, ses années à Shanghai, son retour en France, sa prise de conscience de la nécessité de produire localement afin de proposer des produits durables, éthiques et équitables, qui va le mener jusqu'à la reprise de Le Mayeux. Nous avons parlé ensemble de son engagement ainsi que de celui des équipes de Le Mayeux dans la crise du Covid-19 pour fabriquer des masques en partenariat avec le Souffle du Nord et des couturières bénévoles dans la région. Martin est revenu sur la médiatisation dont il a bénéficié à cette occasion et qui a permis à Le Mayeux d'être davantage connu du grand public. Nous avons enfin échangé sur l'engagement social de Le Mayeux et sur la démarche en cours avec Bicorp. Avec Martin, nous avons parlé de textile, de passion, d'une mode durable, d'impact social, de relocalisation et de bienveillance. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers Le Mayeux ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Martin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur La Boussole. Alors Martin, ça fait plusieurs mois que nous essayons de nous voir. C'était bien avant finalement le confinement. Bon, moi, entre-temps, j'ai eu un bébé. Toi, tu as eu à gérer la crise du Covid-19 au niveau de Le Mayeux et puis tout ce qui s'est passé. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler ensemble après. Mais si tu veux bien, je souhaiterais d'abord qu'on revienne ensemble sur ton parcours. Puisque tu as fait une école de commerce, mais je crois que tu es passé, pas par la voie des prépas, mais par des admissions parallèles, je suppose. Oui, tout à fait. C'est revenir quelques années en arrière. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Oui. J'ai fait des études généralistes, en fait. Je m'orientais plus pour faire une école d'ingénieur. D'accord. J'ai eu mon bac avec très moyen, on va dire. Donc, je n'ai pas pu faire l'école d'ingénieur que je voulais. J'ai commencé par un IUT génie mécanique. Ok. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai bifurqué plus rapidement que je souhaitais pour faire une école de commerce. Je me voyais école d'ingénieur plus MBA, mais finalement, j'ai fait 2 ans d'études d'ingénieur. Et puis après, je suis parti en Suède étudier le leadership et la gestion de la qualité. D'accord. Et après, admission parallèle pour faire l'école de commerce de Grenoble. Et puis après, HEC Entrepreneur. Ok. C'est vrai que HEC Entrepreneur, c'est un programme, moi j'en ai beaucoup entendu parler, qui est hyper formateur, où tu as quand même plein d'intervenants, je crois, ça te permet de monter un projet pendant tes années à HEC, c'est ça ? C'est super parce qu'on travaille sur plusieurs sujets qui concernent l'entrepreneur, sur des missions qui durent 1 mois, où on a 1 semaine de cours et 3 semaines en immersion sur des cas concrets d'entreprise. Et on travaille par équipe. Donc tous les mois, on change d'équipe au sein du parcours. Il y a en général un profil ingénieur, un profil divers, des personnes qui ont fait le droit, et puis un profil commercial. Okay. Donc on apprend à travailler ensemble sur des missions variées. Et finalement, c'est un peu le sens de l'entreprise. De savoir un peu tout faire. Voilà, exactement. C'est ça, exactement. Et donc, qu'est-ce qui t'amène après dans ton parcours professionnel ? Tu travailles chez Sweetco, qui est dans la région. Tu étais du Nord à l'origine. Tu étais du coup parti à Grenoble et à Paris pour mieux revenir dans la région. Ouais, j'ai travaillé beaucoup. J'ai quitté quand j'avais 18 ans, on va dire, Lille. Et j'ai pas mal voyagé à l'étranger. Ouais. J'ai commencé à travailler dans l'événementiel à Paris. D'accord. Parce que c'est Paris, c'est la capitale. C'est toujours bien d'y passer. Et l'événementiel, c'est un métier qui
qui touche à tout. Moi, j'aime bien voilà, tout ce qui est nouveau. Par définition, l'événementiel, c'est tout est nouveau. J'ai travaillé 2 ans et en fait, je souhaitais créer mon entreprise dans l'événementiel. D'accord. Voilà, donc c'était l'occasion. J'ai même failli reprendre une agence à la sortie de l'école. Et je me suis rendu compte au bout de 2 ans que c'était le pendant de ce que je voulais. En fait, c'est trop de nouveautés, toujours un peu stressant, rien d'acquis. Et puis finalement, déjà à l'époque, on parlait du superflu de l'événementiel. En tout cas, ça passait toujours la queue de budget des sociétés. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, voilà, je pense à toutes les sociétés d'événementiel. Voilà. Mais voilà, il faut toujours rebondir et être résilient dans l'événementiel. Et on est venu me chercher. C'est un hasard. Donc effectivement, le groupe Suiteco. Donc mon père a cofondé en 83 avec 2 autres associés. Et c'est une société textile de la région. Et à l'époque, ça ne me donnait pas franchement envie. Donc c'est eux qui sont venus me chercher. Moi, j'étais parti loin des yeux, loin du cœur, on va dire. Mais c'est vrai que les housses de siège de voiture et la protection literie, voilà, ça fait pas rêver. Ça me faisait pas rêver à l'époque. Mais par contre, le projet, en fait, le côté urgence d'aider dans le sens où la société elle vivait des moments difficiles. Elle travaillait, alors on se remet à l'époque, c'était en 2004, tout début, fin 2003, tout début 2004. La société commençait à perdre de l'argent. Tous les clients à l'époque de la grande distribution faisaient des enchères inversées. On va dire c'est un peu la mondialisation un peu le stéréotype, c'est-à-dire que voilà, on est sur Internet, derrière un écran, et que le meilleur gagne au niveau des prix. Et voilà, toute la relation de proximité, elle se perdait. Voilà. Et la société à l'époque, on était confronté à des Chinois, des Pakistanais qui faisaient des offres à moins 30%. Et donc, il fallait faire vite. Il fallait quelqu'un de confiance, quelqu'un qui aime voyager, quelqu'un qui ait une culture générale, qui puisse faire des achats, qui puisse monter de zéro, un côté aussi un peu entrepreneur. J'ai pas réfléchi 2 secondes. Voilà. Déjà, je pensais à un nouveau projet et pour moi de partir. En l'occurrence, j'ai vécu à Shanghai pendant 5 ans. J'ai rencontré ma femme là-bas aussi également. Donc voilà, c'est ce qui m'a amené chez Suiteco. D'accord. Et cette vie en Chine, c'était comment? Parce que moi, tu vois, j'y suis allée, j'ai voyagé là-bas. Enfin, c'est quand même un pays particulier. Après, bon, Shanghai, il y a quand même une grosse communauté française, européenne en tout cas. Toi, tu as vécu ça comment? C'était extraordinaire. Enfin, c'est un peu le golden age en fait. Voilà, chaque ville ou chaque capitale a eu un peu ses heures de gloire. Et à Shanghai, au début des années 2000, la Chine, capitale économique du monde, Shanghai, la capitale économique de la Chine, tout rouille, tout bouge. C'est un concentré du monde avec plein d'étrangers. Voilà, on brûle la vie de tous les côtés. Je pense que la ville d'ailleurs représente bien ça. Oui, tout à fait. Donc c'était vraiment une superbe expérience. Les Chinois aussi, la culture passionnante parce que c'est un pays qui est tellement, j'allais dire à l'opposé, c'est pas du tout à l'opposé de la France parce qu'on est tous les deux des nations avec une forte culture, une forte histoire. On aime bien manger, partager des moments aussi, la famille. Mais tout en ayant des comportements, je dirais, très, 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 très différents. Et quand on ne vit pas là-bas, on ne peut pas comprendre. Ça ouvre en tout cas, évidemment, l'esprit, comme le voyage, et particulièrement l'Asie et la Chine. Après, je me suis rendu compte aussi des limites. C'était super de trouver des entreprises qui puissent travailler pour moins cher au niveau prix. Ça, c'est certain. Et puis, les Chinois sont prêts à tout. Et puis, c'était nouveau riche, en fait, une société. Enfin, voilà, la Chine se réveillait à ce moment-là. Elle tirait vraiment profit de la mondialisation. Exactement. Et puis, pour tous les Chinois, c'est super. C'est quitter les campagnes. Et c'est vraiment ça, un exode rural envers les villes, pour les entreprises, les usines dortoirs, les familles qui se séparent, qui se revoient pour le nouvel an chinois. Voilà, le profit est important. Mais voilà, c'est le pendant aussi, c'est que ça devient le plus important. Et puis après, on est prêt pour gagner des parts de marché. Un Chinois se fait jamais tromper. Il va toujours, il est bien à cheval sur les sous. Et puis, si on négocie trop, on a des mauvaises surprises. Mais voilà, en tout cas, j'ai pris vraiment conscience des impacts sur l'environnement, des impacts sur le social, sur la famille. Et petit à petit, en avançant après 5 ans, j'ai vraiment compris pourquoi c'était moins cher à la Chine et je percevais déjà en fait les limites en fait du modèle.
Oui, du produire toujours moins cher, plus loin, et que ça n'avait pas forcément, enfin, et que l'impact était quand même réel sur la planète. Bah, voilà, en fait, si on n'a pas conscience des problématiques du climat, si on n'a pas conscience, enfin, si on pense que le toujours plus, enfin, que la société on va toujours faire de la croissance, c'est le bon, entre guillemets, c'est le bon modèle dans le sens où on produit toujours plus, toujours moins cher, et puis on arrivera à vendre, et voilà. Sauf que entre 2004-2008 et aujourd'hui, on a vachement évolué. Moi, je pense que c'est... Et moi-même aussi, hein, j'ai vraiment pris conscience de tout ça. C'est-à-dire que mon tempérament en tant que citoyen, que consommateur a changé. Je pense aussi pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Et je pense que ce qui était valable à l'époque où on n'était peut-être pas forcément conscient, aujourd'hui n'est plus valable. Ou en tout cas, il faut freiner... il faut freiner ce mode de production, de consommation, sinon on devient de plus en plus conscient. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'on va dans le mur. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que c'est des prises de conscience progressives, quoi. Enfin, sur notre façon de consommer, sur la façon dont on peut s'aligner en étant... j'en parlais justement avec une des invitées du podcast, Valérie Doucineau, d'être aligné en tant que citoyen et consommateur et en tant que personne, enfin, de trouver... de se sentir bien dans ce qu'on fait et qu'on soit vraiment aligné, quoi, qu'on ne consomme pas à outrance, qu'en même temps on soit citoyen. Enfin voilà, c'est des choses importantes. Bah, ce que tu dis, c'est important. Enfin, aligné, je pense que c'est essentiel. Enfin, c'est d'être bien dans sa peau. Et effectivement, si on commence à se culpabiliser en disant est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois pas acheter ça, est-ce que c'est, enfin, ça devient... Il faut trouver un peu le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. Il ne faut pas se culpabiliser. Il faut pouvoir se faire plaisir. Enfin, dans la vie, il faut se faire plaisir, mais il faut se faire plaisir. Moi, je pense que c'est un peu le sens de l'écologie, c'est-à-dire sans compromettre les générations futures. Donc, c'est peut-être effectivement moins de matériel et de possession, mais plus de partage de moments avec les autres. Et ça, j'ai beaucoup évolué parce qu'à la base, moi, je suis plutôt un tempérament plutôt matérialiste. Toujours aimé les dernières choses high-tech dans pas mal de domaines. Et voilà, il y a un moment où on prend conscience que finalement, c'est une course sans fin. Et puis le bonheur se partage finalement. Oui, c'est pas forcément c'est pas tant la possession que ce qu'on peut vivre avec d'autres. Exactement. Et donc, pour revenir, qu'est-ce qui te fait quitter la Chine et revenir en France Alors, c'était voilà, un contrat avec la société. Hein, j'étais détaché. Et puis après, très clairement, après 5 ans, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour. C'est-à-dire que j'ai trouvé des usines. Voilà, on a mis en place les processus, etc. Enfin, voilà, toute la filière d'appro a été bien faite. Et la société remarchait. Et puis, on était devenu compétitif. Voilà, elle se développait très bien. Et donc voilà, l'envie de retourner au siège, de grandir, de voir autre chose, d'avoir trouvé ma femme, donc bon, voilà. Ma future femme à l'époque, donc voilà, j'étais prêt à faire une autre vie, et puis évoluer tout simplement. Donc je suis rentré en France en fin 2008 et j'ai repris d'abord la direction du pôle literie à l'époque, et puis la co-direction du groupe, et puis toujours avec ce côté, voilà, l'envie de faire ce que j'ai fait en Chine, de le faire peut-être au niveau local. Et le cost-killing, où c'était ma mission finalement, n'avait plus de sens. Et pour moi, j'avais déjà perçu les limites de la délocalisation, et je me sentais un peu un intermédiaire en revenant en France, de gérer des usines en Chine pour le compte de clients français, sans produire en France. Donc il y avait des nouvelles problématiques qui arrivaient, le stock, les fins de collection. Et puis voilà, on avait réussi c'est ce qu'il fallait faire à l'époque. Hein. Je pense c'est-à-dire, il faut accompagner. Enfin, voilà, si nos clients ne sont plus capables ou ne souhaitent plus acheter au niveau local, malheureusement, il y a plein de boîtes qui ont fermé. À l'époque, Sweetco s'est orienté d'une manière réactive pour travailler à l'import, et c'est ce qu'il fallait faire. Mais après, je pense que la deuxième phase, c'était peut-être d'accompagner et de reprendre le savoir-faire. En local. Voilà, parce qu'on voyait qu'effectivement, les commandes baissaient. Et donc, on a racheté une société qui fabriquait des matelas bébés et qui était en redressement judiciaire. D'accord. Là, c'était mon petit bébé de l'époque, vraiment très impliqué. C'était vraiment passionnant. Et puis, à ce moment-là... vécu on n'a pas forcément la même vision avec mon associé à l'époque, et moi je voulais travailler sur
Sur l'import. Sur l'import, enfin voilà, je voyais vraiment des limites et j'étais plutôt dans le moins mais mieux. Et donc on a décidé de se séparer, c'était fin 2018 et puis. Et puis après, le maillot. Voilà, mais alors, je savais pas, c'était un peu contraint. Enfin, c'était pas forcément un choix. Hein, je veux dire, il faut toujours se remettre en question. J'étais je me voyais plus dans une prison dorée où je pouvais plus vraiment, plus aller à fond dans mes engagements et avait vraiment une liberté, même si ça se passait très bien et j'aimais ce que je faisais. Mais j'ai quitté sans savoir quoi faire. D'accord. Donc à un moment, voilà, on prend des risques. Puis tu dis, allez, on verra bien. Alors après, on active son réseau. Oui. Je pense que c'est très important aussi d'avoir son réseau et puis d'échanger sur nos problématiques pour pouvoir rebondir. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer plusieurs sociétés, apprendre que plusieurs sociétés étaient projets d'association, projets de cession, et dont le Mailleux. Et également une belle rencontre aussi avec mon associé Loïc Barre. Avec Loïc, ouais. Voilà, alors Loïc, on s'est rencontrés en 2012 lors d'une formation sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, justement, c'est intéressant par rapport à notre échange. C'est voilà, comment consommer moins, plus sur l'usage et plus en rapport avec l'homme et la planète. Donc on avait les mêmes valeurs, mais on avait nos métiers respectifs. Et on s'est rencontrés par hasard, j'allais dire, mais il n'y a pas de hasard. Voilà, exactement. Sur une société parmi les projets que j'étudiais, on était en frontale. Okay. Et donc, on s'est dit, on partage les mêmes valeurs. Et pour moi, ça me faisait vraiment résonant justement par rapport à mon passé d'associé, tout en étant hyper complémentaires. Et on s'est dit, si l'un de nous deux, on trouve une société finalement suffisamment grande où on a besoin des deux, que ce soit en termes de compétences, en termes de finances et en termes de projets et de vision, on se fait signe. Et c'est là où est apparu le Mailleux, et qui paraissait à l'époque... alors moi, je connaissais Les Cédants, Édith et Olivier. Et c'était finalement peut-être évident avec du recul que c'est une société qui me collait bien, mais en même temps, elle me paraissait... grande, tout intégrée. Mais ça te paraissait peut-être ambitieux. Ambitieux, il y avait aussi le foncier, les locaux qui étaient à céder. Mais jamais je pourrais faire ça seul, même accompagné avec des fonds ou des banques. Voilà, on a pris le projet, on l'a monté, toujours super confiant que ça allait aboutir. C'est avant tout une relation, une cession d'entreprise, c'est une relation de confiance. Une relation de confiance, une relation humaine, tout simplement. Ça, c'est vraiment important. Et puis voilà, pour la petite histoire, on a signé la lettre d'intention le jour de la naissance de mon fils. D'accord. Donc voilà, c'était 2 naissances le même jour. Et voilà, tout s'est bien passé. On a trouvé des solutions pour acquérir cette société. Et finalement, on a réussi à entraîner... un fonds régional, Finorpa. Oui, j'allais te demander comment tu as fait, qui est venu à vous soutenir finalement. Ouais, on a... Alors, a priori, racheter une société qui produit le textile, il n'y avait rien de fun et d'enviant. On était tellement convaincus, moi et Loïc, qu'il y avait vraiment du sens derrière et que c'était finalement un retour aux fondamentaux. On a réussi justement à entraîner même des banques éthiques et solidaires comme la NEF qui nous accompagnent sur le projet, et puis de banques locales, le CIC et la BPN, et on n'a pas eu de mal finalement. On n'a vraiment pas eu de mal à s'entourer, et le tout c'est d'expliquer pourquoi et de partager ses convictions. Et on a fait un business plan qui n'est que business plan, parce que on doit rembourser nos dettes, mais voilà, on n'a pas entre nous, une fois qu'on a trouvé, on n'avait pas d'objectif de chiffre. En fait, nous, on reprend une société qui existe depuis 1947, avec un vrai savoir-faire. On est vraiment unique. Et pour nous, voilà, c'est qu'on soit un relais pour les transmettre aux futures générations. Voilà, donc c'est garder le savoir-faire et puis s'entourer d'hommes avec qui on partage les mêmes valeurs et les mêmes envies. Et du coup, pour moi, ce que je trouve aussi important, c'est l'aspect dans les différentes valeurs. Je pense qu'on en reparlera après. Et quand avant, tu me demandais comment j'avais connu le Mailleux, et donc je t'expliquais que c'était par ma maman. Et cette partie insertion, cette volonté d'avoir une dimension, un impact social en tout cas de l'entreprise, pour toi, ça faisait aussi partie dans le paysage en fait des éléments qui ont fait ton envie de t'associer avec Loïc pour reprendre le Mailleux, qui était important. Oui, essentiel. Je dirais essentiel.
Les anecdotes, quand je parlais d'entreprises textiles avec presque 100 personnes, la plupart me prenaient pour un fou en disant mais qu'est-ce que tu t'embêtes, mais tu crées ta boîte, t'es capable, tu pars de zéro, tu t'achètes 2-3 machines et puis t'automatises, rentre dans la nouvelle ère. Mais non, c'est vraiment partager cette expérience, et j'en parlais au tout début du podcast, peut-être de moins posséder, mais de partager. En fait, les relations humaines, c'est ce qui peut être le plus difficile, mais en même temps le plus enrichissant finalement. Si on arrive à avancer en confiance, avec l'envie de tous, justement à l'intérieur de la société, peu importe nos fonctions, et je dirais même surtout quand on est couturière et quand on produit et qu'on fait du concret, c'est de se dire, grâce à moi, grâce à mon travail, il y a des produits qui peuvent être faits localement par rapport à mes convictions pour préserver un savoir-faire et puis de contribuer au monde que je souhaite. Et on est tous acteurs et souvent, on a vraiment des belles rencontres avec des personnes qui rentrent chez Le Mayeux, qui veulent tout simplement s'engager pour un monde meilleur. Et alors, il y a pas, encore une fois, pour le coup, il n'y a pas de hasard. C'est un vrai projet et on est chez Le Mayeux parce qu'on a un impact sur la société. Et je dirais que c'est même encore plus la motivation essentielle, c'est que on est dans l'industrie. Alors l'industrie, je trouve que c'est un grand mot, mais on fabrique, on est dans le concret. Et ça, c'est important. Je veux dire, il n'y a pas que du service qui doit rester dans des pays développés comme la France. Non, je pense qu'il faut revoir aussi nos modèles économiques. Je dirais s'inspirer de la nature qui travaille en écosystème. Il n'y a pas un climat au niveau monde. Il n'y a pas une consommation au niveau mondial. Ok, il y a des marques hégémoniques où on doit tous... elles nous font comprendre qu'il faut tous avoir le même modèle pour exister, mais non. Je pense qu'on a chacun, et particulièrement la France, on a la chance d'être un pays avec des terroirs, avec des cultures qui sont propres à la France, à l'Europe et même au monde. Donc produire au niveau local pour vendre au niveau local. Et nous, la finalité, c'est pas forcément d'exporter le Made in France parce que c'est la mode en Chine. En Asie ou peu importe, non, c'est de pouvoir déjà travailler localement. Et je pense que si on peut montrer que l'industrie, et particulièrement le textile, qui était la première à se délocaliser, parce que justement, trop de main-d'œuvre par rapport à entre guillemets, la valeur ajoutée économique, si on arrive avec le textile de dire on arrive à créer des emplois et on arrive à consommer localement et des habits qui durent plus longtemps et donc on revoit aussi notre façon de consommer, moins mais mieux. Et là, ça touche vraiment à nous tous, peu importe la taille de notre porte-monnaie. On est tous gagnants. Ça c'est important. Et donc, c'est aussi réamorcer la pompe, le travail, les emplois, trouver du sens. Et donc le côté social est vraiment très, très important. Et le plus important aussi pour nous, c'est que chaque salarié soit épanoui. Qu'on n'aille pas au travail en traînant la patte ou en se disant je suis obligé d'y aller pour vivre tout simplement. Non, j'y vais parce que je vais être épanoui et puis en fonction de nos fonctions on va travailler plus ou moins longtemps mais au moins on sert à quelque chose. Et même moi j'avais regardé les niveaux de prix en préparant notre rencontre. Je trouve que le rapport qualité-prix il est excellent. On est quand même sur des produits made in France, faits par des vraies personnes, et on n'est pas sur des prix qui sont complètement inabordables, en fait. Oui, tu poses une question qui est importante, essentielle, mais il faut avoir une prise de recul. Je veux dire, on est dans le moins mais mieux, donc quand on fabrique localement en France, ce sera forcément plus cher qu'un pays à bas coût. Ça, c'est certain, parce qu'on va prendre en compte toutes les dimensions et le côté, le côté durable. On va pas... Mais chez Le Mayeux, nous, on a vraiment la mission de l'entreprise, c'est de fabriquer des vêtements qui soient bons pour l'homme et bons pour l'environnement. Et notre raison d'être, et là c'est important par rapport à ce que tu viens de dire, c'est de permettre au maximum, il y a le mot maximum, de marques et d'enseignes, de relocaliser dans les meilleures conditions de fabrication. Concrètement, donc avec le mot maximum, il ne faut pas que le Made in France soit dédié que luxe. Oui. Et dans les meilleures conditions de fabrication, on est vraiment sur le triptyque RSE. Socialement juste, environnementalement bon, économiquement viable. Et s'il y a un des trois piliers qui n'y est pas, on ne le fait pas. D'accord. Et ça, c'est au niveau
de la stratégie, on va dire, de notre vision avec Loïc, mais également au niveau de chaque collaborateur. Et donc, il faut qu'on soit économique, sinon il faut que le Made in France soit aussi un vrai progrès. Et je pense on apporte en fait plein de solutions par rapport aux enjeux de la société. Pour nous, il faut innover par rapport aux enjeux de la société. Et les enjeux sont quoi ? Eh bien, pour moi, il y en a deux. Enfin, il y a vraiment une dimension sociale, de sens. Qu'est-ce que je fais ? Enfin, de l'emploi. On peut parler des gilets jaunes, par exemple. Voilà, le ras-le-bol. Et puis aussi la perte de confiance par rapport aux autorités, quelles qu'elles soient, hein, par rapport aux chefs d'entreprise, par rapport aux politiques, par rapport à tout. Et puis, il y a aussi l'environnement. Voilà, on est conscient aujourd'hui qu'il y a des problèmes de climat. Et si, nous, c'est d'apporter des solutions par rapport à ça. Et par rapport au social, si on fait des vêtements qui coûtent cher, c'est une minorité, on aura moins d'impact. Oui. Donc, on veut travailler en écosystème, en mode collaboratif. Alors, je suppose que tu as regardé les prix sur le site Le Maillot. Donc là, on vend... en direct. Voilà, en direct. Et là, c'est notre marque HL et Éclat. Donc, on a deux marques qui nous appartiennent. Et on travaille avec la grande distribution pour la marque Éclat. Donc effectivement, ça suppose et ça montre qu'on est compétitif. Et je dirais même, quelquefois, il y a nos clients qui ne communiquent même pas sur le Made in France. Donc ça veut dire qu'on apporte vraiment un vrai plus. Quelque part, ils n'ont pas besoin de rajouter le Made in France. Oui, alors je trouve ça regrettable personnellement. Voilà, tout à fait. Bon, c'est par rapport à leur politique, et c'est des grosses sociétés, donc entre le merchandising, entre les achats, etc. Puis quelquefois, on travaille aussi en marque propre. Leur marque, donc ils ne peuvent pas dire il y a une partie qui est faite en France et une partie à l'étranger. Voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va évoluer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça veut dire qu'on apporte une réactivité, un vrai service, des délais qui sont courts, puis de la qualité, et puis voilà. En fait, le Made in France, à mon sens, n'est valable déjà uniquement si la qualité est là. Il ne faut pas que ce soit une question de mode, parce que sinon, on va se faire avoir une fois et puis on va acheter un produit moins cher. Donc, il faut que ce soit qualitatif et il faut que ça permette aussi de consommer moins mais mieux, donc d'être réactif et puis de faire du sur-mesure, de pouvoir avoir aussi sa propre identité. Acheter local, c'est aussi d'avoir des produits différents qui ne se ressemblent pas aux autres, parce qu'on fait en petite série. Et on travaille quand même à 70% pour des marques extérieures. Et donc, ces marques-là, à l'exemple par exemple du CIP français, qui est le plus connu pour nous, et vraiment on travaille ensemble depuis 2013. C'est là où ça devient intéressant, c'est de valoriser en fait les produits de qualité. Donc c'est les alliances entre un industriel avec un savoir-faire comme le Maillot, où on est entreprise du patrimoine vivant, on est certifié Origine France Garantie, on essaie vraiment d'avoir des produits très, très qualitatifs et durables, et le CIP français, où tous nos autres clients qui vont communiquer avec des engagements par rapport à la marque, et donc elles vont aussi pouvoir valoriser le produit. Et un bon basique que le Maillot sait faire, nos clients vont pouvoir valoriser à leur sauce et personnaliser et valoriser le Made in France. Donc effectivement, c'est pas forcément... c'est plus cher à l'achat, mais c'est plus durable, mais du coup, il faut consommer moins, mais mieux. Plutôt que d'acheter 5 t-shirts qui vont vriller, qui vont rétrécir, j'achète un ou deux fabriqués localement. Qui ne vont pas bouger. Voilà, en tout cas, c'est notre défi, parce que c'est aussi super ambitieux de fabriquer en France. Comme tu peux deviner, effectivement, si on vise la qualité, c'est sans fin. Et on fait tous... Il n'y a personne qui est parfait. Et surtout, quand on a une dimension sociale, donc pour nous, ce qui est important, c'est pas tant le chiffre, mais c'est de pouvoir... partager ce savoir-faire, et donc partager et grandir. Comme il y a le mot maximum, je disais maximum de marques et d'enseignes, c'est un peu sans fin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on recrute. C'est d'aller chercher finalement de nouveaux clients marques pour accompagner la croissance de Le Maillot. Alors, c'est pas tant ça, je dirais que c'est même c'est de rechercher en fait des collaborateurs, des talents qui vont pouvoir confectionner, coudre et donc ça, c'est plus dur parce qu'aujourd'hui, ça se trouve plus. Perdu. Ça s'est perdu. Et donc, on doit former en interne. Et donc, on ne devient pas une virtuose de... je dis une, mais c'est un ou une. C'est assez féminin, mais voilà, il y a un homme qui fait la confection chez nous. Mais voilà, peut-être qu'il ne va pas rester tout seul. Je l'espère. En tout cas, peu importe. Mais c'est d'attirer des talents et on devient pas virtuose du jour au lendemain. Et donc, ça prend du temps pour recruter.
Et on ne souhaite pas non plus le faire tout seul. Donc, c'est de pouvoir travailler avec notre territoire, travailler avec des ateliers à côté. Ce sera toujours fait localement, dans les bonnes conditions. D'avoir un peu la garantie fabriquée par le Mailleux. Et si on peut travailler avec des ateliers d'insertion, d'autres ateliers textiles qui vont pouvoir fabriquer pour nous, pourquoi pas. D'accord. Enfin, en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est vraiment refaire l'écosystème du textile comme il y avait avant. Avant, oui. Et moi, tu vois, il y a un autre produit que j'aime beaucoup. Alors, attention, on va parler règles, mais c'est les culottes de règles. Je me doutais que tu allais parler de ce produit. Parce que je trouve que c'est hyper important. Parce que tu vois, moi, j'en ai aussi, j'en ai acheté parce que j'en avais assez des trucs jetables, dont en plus, on ne sait même pas trop bien, vu toutes les polémiques qu'il y a eu, ce qu'il y a à l'intérieur. Et on se dit, c'est peut-être pas super bon pour ma santé. Et donc, d'avoir des culottes de règles, pour moi, c'est un truc hyper important. Et donc, je trouve ça génial que le Mailleux en fabrique, que ça soit du Made in France, que ça soit transparent sur les différentes couches, etc. Et je trouve que c'est hyper important. Mais il y a plein de choses. Je partage tout à fait ton avis. Et je pense que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le Mailleux, on était précurseur en France, mais grâce à nos clients. C'était pas l'idée de le Mailleux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a réussi à fabriquer les culottes menstruelles en France et notamment chez le Mailleux parce qu'on avait un savoir-faire. Oui. Et notre savoir-faire, à l'époque, c'était aussi sur l'incontinence. Et là, des clientes qui sont venues avec l'idée superbe, je trouve, de faire une culotte menstruelle qui soit durable. C'est l'alliance d'une marque et puis d'un fabricant, le Mailleux. On a pu construire ça. Je crois que c'était les petites culottées, non? Oui, il y a notamment les petites culottées. Il y a pas mal, effectivement, pas mal de clientes qui sont venues à peu près au même moment. Et c'était au moment où, justement, on venait de racheter la société. D'accord. Donc, je me souviens bien, c'est un produit que je ne connaissais pas. Et voilà, on a commencé il y a 2 ans. Mais c'est super parce que c'est nouveau. Tant qu'on ne s'en met pas avant. Non. Et je pense que ça montre, et ça, le côté où je suis optimiste par rapport à ça aussi, c'est qu'on se transforme, c'est-à-dire qu'on prend conscience. Et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment un produit disruptif qui va apporter évidemment une meilleure hygiène et santé pour la femme, parce que c'est quand même, il n'y a pas de produits toxiques. Et ça, c'est important. C'est fait localement, ça crée des emplois. C'est mieux pour l'environnement parce que on ne va pas jeter, ce n'est pas du jetable. Surtout quand c'est du coton certifié GOTS, bio. Et également, c'est mieux pour le portefeuille parce que c'est plus économique. Donc en fait, finalement, mais ça demande peut-être quand même de revoir aussi nos pratiques d'utilisation, de consommation aussi, parce que ça veut dire qu'il y a un choix. Voilà, c'est pas comme le jetable, on jette et voilà, on prend conscience qu'il faut, il faut changer nos habitudes. Et finalement, avec la technologie, on va vraiment apporter une innovation qu'il n'y avait pas il y a 50 ans. Alors j'en parlais avec ma grand-mère où c'était des serviettes super épaisses qu'il fallait laver. Aujourd'hui, la technologie permet d'avoir tout en un et c'est super fin et ça va sécher plus vite. Et tu me lances sur les culottes menstruelles, mais il y a un autre produit, moi je fais un peu le même rapport, c'est le masque. Oui. Le masque jetable. Alors évidemment qu'il faut un masque jetable pour la santé, pour les hôpitaux, des masques chirurgicaux. Mais pour nous tous qui avons maintenant l'habitude de porter le masque, eh bien, pourquoi pas utiliser un masque qui soit réutilisable, qui soit encore plus confortable et qui soit fait localement et qui va polluer moins et qui va coûter moins cher. Enfin, c'est exactement pareil. Et avec une bonne respirabilité, parce que exactement. quand on doit le porter toute la journée. Voilà. Moi, je n'ai pas encore repris le boulot, mais je sais que je suis en open space, donc toute la journée, ça va être masque. Donc, mais tout est différent. Et puis, avec des matières qui soient moins synthétiques, avoir sur la bouche et son nez, plus des matières naturelles, mais qui vont pouvoir bien filtrer et être respirantes, ça c'est vraiment important. Donc il ne faut pas choisir n'importe lequel, mais des masques qui sont évalués, qui ont été testés. Mais voilà, il y en a plein maintenant. En quelques mois, la France s'est remis à fabriquer des masques et il y a plein d'industriels textiles qui ne demandent que ça. Enfin voilà, c'est par un geste finalement anodin, on peut participer au mieux.
Et donc, tu me diriges un peu vers là où je voulais aller, qui est de parler aussi de la crise du Covid. Parce que, bon, donc, fin 2018, début 2019, tu rachètes avec Loïc le Mailleux. Donc là, mars 2020, donc c'est quand même pas beaucoup de temps après, il y a cette crise du coronavirus. Comment vous l'avez vécu? Comment le Mailleux a vécu cet arrêt? Parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt en plus. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous du coup. Il y a eu beaucoup de choses. C'était une époque incroyable. Moi, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Mais je m'en rappellerai tout le temps. Et je pense que c'est certainement l'expérience la plus enrichissante de ma vie aussi. Comme toutes les entreprises, on a fermé le lundi 16 au soir, comme beaucoup, avec pour certains la larme aux yeux parce qu'on ferme dans un contexte complètement surréaliste, en ne sachant pas quand est-ce qu'on va se revoir. Et voilà, quoi. Donc on se dit, portez-vous bien, soyez en bonne santé, et puis on se recontacte pour reprendre quand on reprendra. Et voilà. Et 2 jours, à ce moment-là, j'étais déjà en contact avec le CHU qui cherchait... c'était une affaire d'État, les masques, et puis les soignants en première ligne... dans l'état de guerre, comme rappelait notre président Macron, il fallait aller vite. Et là, tout simplement, on se pose la question tout à fait légitime, naturelle, comment je peux être utile, voilà, pour qu'on puisse passer le confinement le plus rapidement possible, et puis avec le moins de décès dans notre pays. Et donc, c'est encore une fois une histoire de belles rencontres. Voilà, c'est ça la vie. Et le CHU qui a toutes les machines pour tester, c'est une vraie entreprise. C'est passionnant parce qu'ils sont mis à faire des médicaments, ils sont mis à faire des blouses, des masques. Ils ont tout fait. C'est incroyable. Mais voilà, le CHU n'avait aucune expérience sur les masques. Ils cherchaient à tester avec des bouts de non tissés. Des respirateurs industriels pour faire des masques. Et c'est là où le Mailleux est intervenu en tant que fabricant textile, mais pareil, 0 expérience sur les masques. Oui. Et donc là, une folle envie en fait de les aider et puis d'aider nos soignants. Et en fait, donc naturellement, en fait, je dirais qu'ensemble, on va plus vite et on va plus loin. Et là, ne sachant pas forcément quoi faire par rapport au masque, et puis c'était nos tissus, de la maille, il faut s'imaginer un tissu de t-shirt pour faire un masque, c'est pas forcément le meilleur tissu, donc on n'avait aucune légitimité. Et là, c'est de s'allier, donc on a la chance en région, il y a notamment le pôle de compétitivité Eura Material, c'est un pôle textile, où on a pu échanger par rapport à mise en relation avec des industriels, des fabricants de matières, où là, le Mailleux, on a pivoté, où on est fabricant tout intégré, le Mailleux, on fabrique la matière, on fabrique le produit fini, où là, on allait pouvoir acheter de la matière et confectionner des masques. Donc, on a trouvé très rapidement des matières, non sans mal, c'était un parcours du combattant. Et puis après, il fallait fabriquer les masques. Et là, en période de confinement, j'ai tout de suite vu qu'on allait on allait être limité. Tout le monde ne pouvait pas forcément rentrer. Il fallait aussi se protéger pour travailler dans l'entreprise. Et donc, voilà, encore une belle rencontre avec le Souffle du Nord, que je connaissais par ailleurs, parce que le Mailleux a participé il y a 1 an, et on est au mois d'octobre, Octobre Rose, et Mon Bonnet Rose. On fabriquait des bonnets de chimiothérapie avec nos vieux stocks de matière, et puis avec des personnes volontaires chez le Mailleux. Donc, je me suis dit, on pourrait travailler ensemble, et le Souffle du Nord a relayé l'appel à des bénévoles, parce que beaucoup de personnes étaient en chômage partiel. Et là, ça a pris une ampleur... Tout de suite, en moins de 5 jours, en fait, on a commencé la fabrication de masques, on a relayé sur les réseaux sociaux, on a créé un site internet pour être le plus efficace possible. Et ce qu'il faut retenir, c'est l'alliance de la santé publique sur le front. Voilà, nos soldats, temps de guerre, on pense aux soignants, manque criant de matériel, un industriel qui a un savoir-faire mais qui découvre les masques, mais qui est tout petit face à l'ampleur, et puis une association, et nous tous citoyens, en disant comment on peut aider. Et là, on a fait un projet qui était énorme, 24 000 couturières, porteur de sens, et qui a pu être diffusé comme exemple finalement dans la France. Oui, on a parlé partout. Voilà, on a parlé partout. Et surtout, ce qui est très important, c'est on a avancé en confiance. Voilà. Je pense que s'il y a du sens, un projet commun par rapport à notre bien à tous, qu'on avance en confiance en allant des secteurs privés comme le Mailleux,
publics et des associations en disant on va pas se la faire par derrière. Et donc le maillot, on s'est engagé à tout faire à prix coûtant. Il y a eu aussi des bénévoles, que c'était du temps libre. Et puis après, on verra. S'il y a des bénéfices, on verra. Et en tout cas, on ne le prend pas, on le partagera pour des projets sur le territoire. Et voilà. Et du coup, on a pu avancer en confiance. Et puis le projet, évidemment, n'a eu cesse de s'accélérer, parce qu'après, c'était plus forcément les soignants, mais nous tous, citoyens, qui devions porter un masque, les mairies, les collectivités. Voilà, ça a pris une ampleur folle. Et finalement, effectivement, le maillot ne s'est jamais vraiment arrêté. En tout cas, il y avait une partie de maillot qui continuait toujours à travailler. Et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'image de Le Maillot ? Parce que c'est vrai qu'on a énormément parlé de Le Maillot dans plein de médias différents. Alors évidemment, ce n'était pas du tout la finalité, mais c'est un effet collatéral positif. Et comment, je sais pas moi, à la fois les salariés de Le Maillot, toi et Loïc en tant que dirigeant, comment vous avez vécu cette exposition finalement de l'entreprise, et quel impact ? Oui, alors déjà, il y a deux choses par rapport à l'exposition. C'est vrai que du jour au lendemain, de se retrouver propulsé, parce qu'on était passé un peu dans tous les médias, envoyé spécial, on est un peu surexposé. Là, c'est de se dire, oula, il faut vraiment pas faire de faux pas, parce que ça peut, c'est très bien, mais comme ça peut se retourner. Donc là, on était super vigilants, et ce que je disais par rapport au sens, et de le faire à prix coûtant, etc. Enfin, c'était ne pas démordre et d'être le plus efficace possible, et de faire dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. C'est vraiment d'être vraiment aligné. Donc, il y a un moment, on dit, on prend la parole, on nous la donne, et finalement, on communique par rapport à ce qu'on souhaite, à ce que la société pourrait être, et selon notre vision. Et puis, et voilà. Donc, finalement, c'était une petite angoisse, mais qui était, qui partait simplement. Et après, la communication, je pense qu'il faut prendre ça comme un cadeau. C'est sûr qu'il y a plein de personnes qui ont connu le maillot grâce à ça. Et c'est top, finalement. C'est top, parce que en fait, c'est pas forcément, justement, il y a deux choses. Enfin, moi, je vais défendre. Je suis là, je représente le maillot et toutes les personnes qui y travaillent, et je défends la société. Mais au-delà de ça, c'est surtout de pouvoir être un laboratoire, en fait, pour de partager nos valeurs et notre sens et notre vision. Et je pense qu'on voit assez loin chez le maillot par rapport, je pense que je disais, par rapport à la RSE, par rapport au social, par rapport à l'environnement, par rapport au savoir-faire aussi. Et finalement, on a tellement de choses à dire, parce qu'on fait, on a la chance de pouvoir tout fabriquer ici localement en interne, que si on peut partager ce qu'on pense, c'est top. Et ça peut être inspirant pour d'autres voilà, aussi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est c'est de comment être. C'est de pouvoir inspirer les autres, et c'est top finalement. C'est vrai que c'est un cadeau, et c'est vrai que du coup, ça fait connaître le maillot. Puis on a beaucoup de demandes de personnes qui se mettent à acheter chez nous en disant c'est super ce que vous avez fait. Du coup, on souhaite acheter chez vous, acheter chez vos clients, chez les marques avec qui vous travaillez. Et c'est super. Et je dirais que c'est grâce à toutes ces personnes qui, finalement, on peut tous être acteurs, en fait, avec leur portefeuille, par rapport à nos achats, on peut soutenir des emplois locaux. Et je dirais que c'est aussi important par rapport à ce qu'on souhaite que notre pays soit, et ce que le monde soit demain, finalement. Finalement, c'est pas si compliqué, hein, si on veut. C'est vrai qu'il y a tellement on peut tellement être angoissé par rapport à toutes les problématiques dans le monde aujourd'hui, mais si on commence déjà par son environnement, sa famille et ses achats, et en montrant l'exemple, on peut changer. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir directement, et rester quand même optimiste dans cette situation qui est compliquée. Mais exactement, et je pense que c'est important ce que tu dis. Et il ne faut pas regarder le monde de son canapé. Je pense qu'il faut être acteur, et on est tous, en fonction de nos caractères, on peut tous être acteurs, et c'est vraiment important. Et aujourd'hui, du coup, le rythme de fabrication, il est redevenu normal. Tous les salariés sont là. Comment ça se passe pour le maillot ? Oui, c'est redevenu normal. Avec, comme toutes les entreprises, avec le protocole de protection sanitaire. Mais on tourne de manière normale. On a ce qu'on sent, nous, c'est une difficulté, une visibilité qui n'est
plus aussi loin qu'avant. Je veux dire, dans le textile, on a tendance à consommer moins, même par rapport à nos clients qui sont français. Donc, des engagements moins lointains. Mais par contre, ce qui est super intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a beaucoup de marques et de grandes enseignes, notamment aussi de la grande distribution, qui nous interrogent et pour fabriquer, de revenir finalement et de commencer à refabriquer au niveau local pour avoir moins de stock et voilà, tout ce qu'on a échangé par rapport à avant. Et ce que je trouve aussi super chouette dans la communication de Le Maillot, puisque moi je suis Le Maillot depuis un petit moment, notamment sur Instagram. Super. C'est la mise en valeur des salariés en fait, et de leur savoir-faire assez fréquemment. Je ne sais pas si c'est toutes les semaines ou même un petit peu plus, ça dépend un petit peu des semaines, mais c'est vrai que du coup, on voit les personnes qui fabriquent, on comprend leur parcours. Et c'est vrai que je trouve la démarche hyper bienveillante aussi. C'est simple, pour le produit que tu vas porter, que tu as acheté chez Le Maillot, il est fait par des hommes et des femmes. Et donc c'est important, je dirais même essentiel. Quand on est prêt à payer un petit peu plus cher, c'est d'être transparent. On se doit d'être transparent par rapport à nos clients. C'est pas anodin, c'est-à-dire que ça va valoriser le produit que tu portes. Tu sais dans quelles conditions ça a été fait. Voilà, aujourd'hui, on achète tellement quelque chose en général par rapport à un look ou par rapport à une image de marque qui va pouvoir dégager, mais en fait finalement le fond le plus important, c'est quand même savoir si le produit il va il est bien coupé, il va pouvoir bien se porter et puis qui l'a fabriqué. Oui. Donc si tu achètes localement, c'est entre guillemets un contrat avec nos clients. Voilà, on est transparent avec eux. Et c'est important, et en même temps ça permet aussi d'attirer des talents et des personnes aussi, d'être une entreprise qui puisse être attractive pour recruter des personnes engagées. Et pour nous, c'est vraiment important d'avoir que chaque personne qui travaille chez Le Maillot, qu'on puisse partager ces mêmes valeurs finalement. Oui, c'est sûr. Et je pensais aussi revenir un petit peu sur la partie, le fait quand vous avez racheté Le Maillot avec Loïc, sur l'accompagnement que vous avez eu. Parce que moi, donc, c'est vrai que j'avais été coordonnée par le réseau Entreprendre, que tu t'es entourée de l'écosystème finalement local pour accompagner l'acquisition. Oui, réseau Entreprendre. Donc, on était lauréat effectivement en 2019. C'est super important en fait. Et on a la chance dans les Hauts-de-France d'avoir, c'est quand même un berceau quand même entrepreneurial, au niveau économique. On est entouré aussi dans le textile avec Clubtex, avec l'Union des industries textiles et de l'habillement, avec le pôle de compétitivité Eura Material et réseau Entreprendre. Finalement, on est entouré et c'est important en fait. Alors déjà on est deux, déjà, ça, donc on est bien. 2 associés, donc ça c'est bien. Et puis je dirais que c'est super important parce que même dans notre métier chez Le Maillot, on fait tellement dans la chaîne de valeur en fait, comme on est vraiment intégré verticalement, on peut pas tout connaître, donc on doit aussi s'appuyer sur les compétences des hommes et des femmes de Le Maillot et voilà, on n'a pas la science infuse et c'est même essentiel d'être entouré. Et du coup, c'est quoi les perspectives ou les pistes pour Le Maillot? Comment tu vois, je sais pas, à la fin d'année, l'année prochaine? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, aller au-delà, ça me paraît compliqué. Mais peut-être pas forcément des chiffres ou quoi que ce soit, mais un peu l'état d'esprit de l'entreprise pour les mois à venir. Ouais, effectivement, je ne veux pas parler de chiffres, comme tu as compris, c'est pas nos objectifs. Non, c'est pour ça que je dis que c'est pas forcément intéressant. Mais c'est essentiel, l'économique, c'est bon, évidemment, il faut être rentable, mais on a la chance d'être dans une dynamique de croissance et puis de la bonne trésorerie. Donc voilà, je dirais que c'est le niveau 1 et voilà, on est vigilant. Et après, c'est de toujours pouvoir accompagner nos clients donc avec le plus de réactivité. Oui. Donc c'est pour ça qu'on voudrait s'associer avec des ateliers et puis de ne pas être un frein pour nos clients. Quelquefois, c'est frustrant des clients qui veulent travailler avec nous et on leur dit écoutez, patientez, venez dans quelques mois parce qu'on est en train de former, on n'a plus assez de capacité. Donc ça, c'est de pouvoir grandir avec nos clients et de travailler en écosystème sur le territoire pour partager. On a la chance peut-être d'être visible, mais du coup, c'est de pouvoir travailler ensemble. Ça, c'est important. Toujours, en fait, avec cette démarche environnementale, donc des matières qui soient le plus durables possible, biosourcées, qui soient aussi biodégradables. Pour nous, c'est important. Oui. Donc, on va limiter autant que faire se peut toutes les matières issues du pétrole, même recyclées, parce qu'on sait qu'il y a des impacts, notamment lors du lavage, des microfibres des particules qui peuvent partir
Et là, on a beau le recycler, de toute façon, il y a un moment, c'est reste tellement quand petit même. que ça part quand même. Donc, en tout cas, pour l'habillement, je pense qu'il faut réduire très fortement ça. Donc, on va travailler sur des matières le plus locales possible, comme le lin, du coton recyclé aussi, qui est issu de nos chutes de fabrication. Oui. Donc là, on va lancer une marque de t-shirt à base de coton recyclé de l'Aumayeux, plus mélangé avec de la pulpe de bois. Et donc ça, c'est un nouveau projet là, qui est en cours, enfin, qu'on fait actuellement. On vise le zéro carbone en 2030 aussi. Et pour nous, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on parlait aussi de consommation. Ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir avoir le minimum que nos clients puissent avoir le minimum d'impact par leur consommation sur l'environnement, mais par contre le maximum d'impact social, en créant des emplois sur le territoire, et puis d'avoir un savoir-faire et puis des personnes épanouies. Voilà, c'est nos engagements. Donc on va travailler sur ça. Donc on a récemment, il y a 15 jours, notre moralisateur en chef qui nous a rejoint, qui est un alternant qui s'appelle Gaspard et qui est un alternant RSE, donc qui va nous accompagner justement à mettre toute notre vision. On souhaite être Bicorp. Oui, j'allais en parler, je me disais, mais c'est pas possible, il faut qu'il fasse Bicorp. Exactement. C'est marrant. Mais en fait, c'est ce qui est, tu vois, par rapport à ces quelques mots, en fait, tu comprends, c'est tellement vaste en fait de travailler sur l'économique, le social et l'environnement. Oui. C'est sans fin. Mais c'est ce qui c'est grisant parce que c'est ce qui nous fait lever le matin. Mais on peut toujours progresser et on n'est pas parfait, loin de là. Mais du coup, c'est bien effectivement d'avoir une personne qui va pouvoir nous aider en tant que chef de projet d'écrire nos objectifs, de voir où on en est aujourd'hui, de communiquer en interne aussi pour voir le progrès. Et puis, il faut pas se mettre la pression. Je veux dire, on a de la chance déjà depuis 1947 d'être tout intégré. On est la dernière bonneterie en France, l'une des dernières. Donc voilà, on est déjà en avance, on va dire, par rapport à tout au niveau local et au niveau emploi. On emploie 130 personnes pour 6,7 millions de chiffre d'affaires. Donc je te laisse faire le ratio, c'est quand même beaucoup d'emplois. Et ça, c'est génial. C'est de toujours progresser, tu l'as compris, au niveau social et environnemental et aussi économique. Mais économique, pour nous, c'est... En fait, finalement, c'est une base sur laquelle s'appuyer pour le reste. C'est ça. Mais c'est pas la fin en soi. C'est pas une fin en soi. Par contre, c'est quand même la première marche. C'est-à-dire que si le... Il faut être rentable pour pouvoir... Après, mettre en place toutes les actions qu'on souhaite. Quoi. Exactement. Et je dirais que c'est vraiment de l'ADN de l'Aumayeux. C'est-à-dire que c'est la vie. On est passé par des hauts et des bas. Entre les 30 glorieuses de l'après-guerre où l'entreprise a été créée, et puis il y avait une demande à outrance, il fallait produire. Et puis après, il y a des moments plus difficiles où on était 70 personnes. Mais on a pu retravailler nos structures, mais en tout cas de toujours être présent et de se dire on reste rentable, on fond, on s'adapte, on devient finalement plus frugal. Malheureusement, il faut se séparer de personnes, mais on va rester en France coûte que coûte. Et puis après, quand l'entreprise grandit, on embauche, on recrute et on essaie d'être... Et puis aussi, surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir partager le profit en interne et avec le territoire. Je pense que voilà. Et ça, pour moi, c'est la vraie conception du durable, tout simplement. Il ne faut pas regarder nos intérêts à court terme. Et puis, d'ailleurs, souvent, ça peut être antagoniste. Enfin, on pourrait légitimement penser que l'intérêt du chef d'entreprise et des banques, ce n'est pas les mêmes que la personne qui va travailler derrière la machine en confection. Mais je pense que c'est de moins en moins le cas. Enfin, que tout le monde est de plus en plus sur la même ligne. Enfin, tu vois, je travaille dans une banque... on a tout intérêt à ce qu'une entreprise, elle se porte bien et qu'elle ait une vision stratégique qui lui permette de se différencier sur son marché et donc de grandir au rythme qu'elle souhaite. Et c'est plus ça qui est important. Enfin, tu vois, en tout cas, c'est quelque chose que je regarde. On a tous... je parlais d'inclusion, en fait. On doit travailler les uns avec les autres. Il ne faut pas... Il n'y a pas... le sexe masculin, le sexe féminin, tel et tel milieu sociaux, telle et telle religion, couleur de peau, etc. Enfin, je pense que voilà, je pense que c'est vraiment le défi de notre société aujourd'hui, c'est de travailler ensemble et dans la confiance c'est essentiel. Je reviens par rapport à les innovations par rapport aux enjeux de la société. Enfin, elles sont clairement au niveau sociaux et environnementaux. Oui, c'est sûr. En tout cas, pour Bicorp, je vais suivre ça parce que je trouve cette certification, elle est vraiment passionnante. Enfin, elle est ambitieuse, elle est très détaillée. Il
il y a beaucoup de choses, elle entraîne, je pense, beaucoup de questionnements, de remises en cause, et bien après des pratiques qui sont hyper vertueuses. Et je suis certaine que ça va le faire pour le maillot. Et ben on peut progresser parce qu'aujourd'hui on a 57,5 sur 80. Ouais. Donc, mais c'est génial. En tout cas, voilà, c'est pour ça que. Mais c'est une super démarche. Ouais. Tout à fait. Je trouve que c'est très chouette. C'est marrant parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui me parlent de Bicorp. Et moi, c'est vrai que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur parce que je trouve que ce qu'ils proposent, c'est très très chouette pour les entreprises en tout cas. Oui, et puis c'est un label aussi au niveau mondial. Oui. Donc ça permet de. Voilà, et puis on va travailler sur tous les axes. Donc effectivement, c'est. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça, nos différents projets. Voilà, si on arrive à être l'essentiel, en fait, c'est de toujours bien servir nos clients. Voilà, c'est ça. C'est que les clients sont contents et ils reviennent une relation de confiance. On va travailler des modèles, on travaille sur le long terme avec nos clients. Et donc, il ne faut pas perdre nos fondamentaux que sont la qualité et les délais. Et après, en parler à la SAB, on va progresser par rapport à la RSE. Je te remercie, Martin. Et le temps passe et ton temps, il est précieux. Il est aussi consacré à la direction de Le Maillot. Je voudrais te poser les quelques questions rituelles du podcast. D'abord, donc, ce podcast s'appelle La Boussole. La boussole indique le nord. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup d'axes, mais si tu avais un dernier message que tu voudrais faire passer, ce serait quoi ? Tous acteurs. Voilà. Vous avez des frustrations ? On en a tous, et plutôt que de râler ou de mettre la faute sur le dos du gouvernement ou de votre chef d'entreprise ou peu importe, c'est essayer de changer par vous-même sans culpabiliser l'autre, parce que je pense aussi on est dans une période de forte crispation, et il ne faut pas vouloir forcer l'autre à changer, c'est de montrer l'exemple, et puis voilà, si... Moi, comme ça, vous êtes aligné, on est aligné avec ses convictions, on a la sensation de faire bouger, et puis il ne faut pas être pressé. Voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. Exactement. Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé. D'habitude, c'est un point que j'aborde sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. T'es papa. Est-ce que peut-être tu as des rituels avec ta famille qui sont importants, même dans ton rôle de chef d'entreprise aussi Comment tu arrives à concilier les deux et est-ce qu'il y a des moments qui sont essentiels dans ta semaine ? Oui, pour moi, l'équilibre, c'est une question qui est importante. Alors moi, j'aime le mot rituel. Personnellement, j'aime pas trop parce qu'il y a le côté nouveauté, plaisir et faire face justement à l'inattendu qu'on ne peut pas avoir avec un rituel. Et d'ailleurs, je trouve mon agenda toujours trop chargé. Et mon défi, c'est de me dire, c'est de pouvoir prendre le temps. Et pour moi, c'est essentiel d'être présent avec la personne qui est en face de moi au moment T. Et voilà, donc ça, c'est mon défi. Déjà, c'est justement d'enlever ces rituels et puis un agenda chargé. Par contre, par rapport à un équilibre perso avec la famille, justement, je pense que tu parlais de la semaine. Pour moi, c'est pas un rituel journalier, c'est au niveau de la semaine. Je suis très sportif. J'étais très, très, très sportif avec beaucoup de compétitions. Aujourd'hui, pour moi, le sport, c'est plus un équilibre de vie. Donc, je vais faire le matin, d'ailleurs, on a mis des douches chez Le Maillot, donc à l'heure du déjeuner, mais du sport qui va pas prendre sur la vie de famille. Et plutôt en court instant, une demi-heure. Il y a le côté famille aussi, avec mon enfant, avec Théodore, c'est de pouvoir l'accompagner à la crèche, prendre du temps avec lui. Et puis un petit enfant, ça nous remet au moment présent. Il ne faut pas être pressé. Donc quelqueusement, c'est lui qui m'éduque justement, à prendre le temps et rêver avec lui et d'être dans son monde. Et c'est ça, le faire face à c'est justement ça, c'est top. Puis évidemment, avec sa femme, c'est d'avoir des moments à deux privilégiés. Et puis il y a aussi le côté moi je suis croyant, de me ressourcer, donc c'est de lire les textes, la bonne parole un peu tous les jours. Je trouve qu'en tout cas c'est un peu une forme aussi de méditation, c'est sur l'essentiel. Et puis au XXIe siècle, l'homme c'est toujours les mêmes enjeux et il faut pas oublier le passé de l'histoire terrestre. C'est toujours les mêmes problématiques, donc il n'y a rien de nouveau en fait. Les temps changent, mais les sujets restent un peu les mêmes quand même. En fait, la technologie a évolué, et puis on
le village il est mondial, alors qu'avant on parlait de clans et de villes, mais tout est pareil. Et ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui on a conquis le monde et qu'on peut plus aller plus loin. Donc je trouve qu'il y a justement ce côté spirituel qui devient d'autant plus important. Et par rapport à l'entreprise, c'est aussi le rituel qui est vraiment très important, que j'ai pas mis en place dès le début, en étant un peu débordé quand on reprend une entreprise, mais je savais qu'il était essentiel. Et là, ça montre, c'est de prendre du temps avec les personnes avec qui tu travailles. On va dire t'es N-1 par rapport à moi. Par exemple, c'est de prendre du temps tous les hebdomadaires, de manière hebdomadaire, c'est un tête-à-tête et d'échanger de tout et de rien. Et toujours pour avancer d'une manière fluide. Et finalement, ça permet aussi de gagner du temps pour les deux et puis d'avancer en confiance. Donc, c'est d'être présent avec ses collaborateurs. Super. Finalement, ça fait pas mal de rituels. Bah oui. T'en as pas, mais en fait, il y en a un petit peu quand même. Mais c'est équilibré. Enfin, il y a tout. C'est vrai que c'est comme toi en tant que maman. Enfin, finalement, on a plusieurs rôles. Dans l'entreprise, dans la famille, en tant que père, en tant que personnel, niveau physique, mental, enfin tout. Tout à fait. Ouais. Et alors moi, je suis une grande lectrice. Est-ce que tu aurais par hasard un livre, ou plusieurs d'ailleurs, à me recommander ? Alors, je lis par intermittence. D'accord. J'adore lire, mais du coup, j'ai pas mal de livres que je lis en même temps. J'ai la faculté d'oublier. Mais ceux qui sont en ce moment sur la table de chevet. Alors, il y en a un que j'ai lu il y a un petit bout de temps, mais je trouve qu'il y a tellement de vérité là-dedans, c'est les 4 accords Toltec. Ah oui, c'est fantastique. Ça, c'est top. Enfin, je pense j'invite tout le monde à le lire parce que ça... Il y a tellement de choses qui sont parlantes. Et aujourd'hui, j'ai 1984 et je trouve que ça reflète aussi bien la société, surtout quand on essaie à tort ou à raison, mais de contrôler pour éviter que le virus circule. L'encyclique du pape, Laudato Si, qui est sur l'écologie intégrale, où tout est lié, l'homme et l'environnement. Et tu as pu comprendre aussi par rapport au projet de Le Mayeux, RSE, on est dedans. Non, il y a plein de... Il y a énormément de... Il y a plein de belles choses. Voilà, plein de belles choses. Et, mais c'est important de prendre aussi du temps pour lire et de prendre du recul et voir qu'on n'est pas seul à penser. Tous les changements et tout ce voilà, qui se passe exactement. autour. Ouais. Et enfin, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast que tu voudrais entendre à ce micro ? Ouais, alors tu dois dans la région, il y a Emmanuel Druon, Pocheco. Qui est quelqu'un vraiment d'engagé, qui a vraiment transformé son entreprise d'enveloppe. Et on travaille ensemble notamment pour... nous, on essaie de limiter le plastique dans nos emballages et on utilise ces enveloppes Kraft qui sont en perte de vitesse, parce qu'il y a de moins en moins de courrier en France, mais qui peuvent être utilisés en tant que packaging, tout simplement, en papier, donc biodégradable. Et je pense c'est une personne qui est hyper inspirante, justement, qui écrit des bouquins sur l'économie. Oui. Et comme quoi, c'est certainement plus efficace et économique de travailler d'une manière, en prenant en compte l'environnement et les hommes. Donc, justement, on peut avoir du profit dans tout. Voilà, je trouve que c'est une personne inspirante. Je t'invite à la contacter. Merci beaucoup, Martin. Je t'en prie, Claire, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.